Bienvenue à cette dernière table ronde du pavillon du futur Iran. C'est donc la cinquième discussion, le cinquième débat. Comme vous le savez, le principe donc c'est une discussion avec des artistes et des intellectuels iraniens sur la condition présente des artistes iraniens, aussi avec une mise en perspective historique. La table ronde d'aujourd'hui s'intitule Art, vie, liberté, qui est bien entendu une résonance avec le slogan Femme, vie, liberté. Et nous avons gardé vie, puisque la table ronde d'aujourd'hui porte sur le spectacle vivant. Théâtre, performance, danse, chant. Nous allons nous demander aujourd'hui quelles sont les conditions spécifiques d'expression de ces arts pour les artistes iraniens. Quelle est aussi la spécificité de ces arts, donc, étant donné leur nature incarnée, présente, vivante, de quelle manière la négociation avec la censure, par exemple, peut avoir lieu, quelles sont les limites, également de quelle manière ces arts, de par leur spécificité, peuvent faire porter la voix d'une forme de résistance. Ce terme de résistance est revenu très souvent au fil de ces tables rondes. Et donc, pour m'accompagner aujourd'hui, et vraiment justement pour porter la voix, moi je serai là pour faire circuler la parole. Je vais vous présenter donc les intervenants et un petit peu le fil de ce débat. Donc ici à ma droite, j'ai Coralie Zaonero. Coralie est comédienne, metteuse en scène, adaptatrice et sociétaire à la Comédie Française. Coralie, comme tu le sais, tu auras bien entendu la possibilité d'interagir dans cette discussion. Et aussi, Coralie va nous lire, je te laisserai présenter les textes si tu veux nommer les textes que nous allons lire, qu'elle va lire donc en introduction donc de cette table ronde. À mon extrême gauche, donc j'ai Ariana Vafadari, qui est chanteuse lyrique, formée au conservatoire, mezzo-soprano, et dont le répertoire est un répertoire mixte de musique traditionnelle, classique et jazz. Et Ariana, comme Coralie, donc interviendront dans cette discussion, bien entendu, à titre de témoignage, mais aussi Ariana nous fera un cadeau musical à la toute fin de cette dernière table ronde. Ensuite, ici à ma gauche, j'ai ma collègue et amie Fahimeh Najmi, qui est chercheuse, rattachée à l'école doctorale Esthétique et Sciences des Arts de l'Université Paris 8, et dont la thèse est une thèse qui fait référence, sous la direction de Martine de Rougemont, sur l'identité nationale et le théâtre en Iran, mise en perspective historique, sociale et esthétique. Absent mais présent avec nous par la pensée, François Chabanet est un jeune chercheur qui vient voilà, je le mentionne parce que ces articles, comme les travaux de Fahimeh, m'ont été utiles. François vient de terminer une thèse sous la direction de Chantal Meyer-Plantureux sur le théâtre iranien confronté aux enjeux des censures politiques et religieuse depuis 1900, et c'est une thèse très récente qui date de 2021. Je voulais aussi saluer donc la présence des étudiantes de l'université Paris-Cité qui sont intégralement partie prenante du pavillon du futur Iran, commandité donc par le théâtre de la Manufacture et son directeur Pascal Kayser, et qui vont nous offrir aussi à leur demande, à leur initiative, donc je les salue aussi pour cela, des poèmes de poétesses iraniennes. Voilà, moi je pense que j'ai pour mon introduction, c'est bon. Alors aussi,
pour terminer cette brève introduction et pour que François Chabanné ait son mot à dire, je voulais rappeler, il a répertorié les différents objets de la censure iranienne et la liste va être incomplète, mais voilà, j'ai répertorié dans sa liste extrêmement conséquente ce qui a trait à la représentation et au spectacle vivant. Sont interdits de représentation. Évoquer et représenter la sexualité et les relations sexuelles. Serrer les mains. Établir un contact physique, y compris entre une mère et son fils. Représenter l'homosexualité. Représenter, montrer, établir des liens d'affection et de sympathie à l'égard des animaux, en particulier le chat, le chien et le porc. Montrer une femme non voilée ou nue, quel que soit le contexte. La pornographie. La relation entre une femme musulmane et un homme occidental, ou d'une autre religion, chrétienne, par exemple. Ce sujet est particulièrement sensible en Iran, je lis François, où une femme musulmane ne peut se marier avec un homme d'une autre religion. Montrer la société iranienne comme une société patriarcale. Et je voulais enfin faire référence aux travaux que vous devez connaître, je pense, de Johan Huizinga, qui est ce chercheur qui en 1938 a publié ce livre très connu Homo Ludens, l'homme qui joue, où il décrit le totalitarisme et le fascisme comme des jeux, J-E-U-X bien entendu, des jeux qui se prennent au sérieux. Et par rapport à ces jeux qui se prennent au sérieux, il fait ressortir le vrai jeu, ce qu'il appelle la puissance universelle du jeu, qui consiste à faire ressortir la trame illusoire du monde. Je le cite, chaque parcelle de jeu nous fait ressentir chaque action comme une action libre. Voyez donc que dans le jeu et dans le spectacle vivant, il y a une puissance subversive extraordinaire qui est de nous relier, puisqu'elle est universelle, et qui est de nous faire nous sentir libres, loin des déterminismes politiques et religieux. Donc, sur ces questions-là, que soulève spécifiquement Coralie, c'est ton tour. Je perds ma conduite et donc je te laisse la parole pour cette introduction aussi sous forme de lecture. Merci à toi. Je pense que c'est bon. Le texte de Nazim Vahabi. Je ne suis pas un roman. Et ça a été traduit du persan par l'autrice elle-même. Et dans le prologue ou la préface, ça répond à ce que vient de dénoncer Isabelle. En ce qui concerne la vie des livres à publier, il est bon de savoir que dans certains pays, ce n'est pas l'éditeur qui a le dernier mot, mais plutôt un bureau rattaché à un ministère qui décide du destin d'une œuvre. Quel que soit l'intitulé du ministère, l'intérieur, la culture ou la sécurité, il paye des salariés qui travaillent à temps plein pour lire les romans, la poésie, les recueils de nouvelles en attente de publication. Et ils sont censés décider du sort d'un ouvrage, à savoir s'il est publiable ou non. La vie de chaque roman est entre les mains de ce conseil de l'autorisation de publication. C'est une épreuve que toute œuvre littéraire d'écrivain confirmé ou débutant doit passer, après que celui-ci a signé un contrat avec son éditeur. L'épreuve finale sera envoyée à ce bureau et si, aux yeux de leur décideur, le roman ne se conforme pas aux règles, eh bien, il sera rejeté. Si le texte traite de sujets politiques ou socialement sensibles, ou s'il incite le lecteur à réfléchir ou l'amène à faire évoluer sa vision du monde, il n'aura pas l'autorisation de publication, pas davantage s'il touche les mœurs ou s'il utilise des mots étrangers. Si l'on y trouve des scènes érotiques, si les personnages boivent trop d'alcool ou prennent des drogues, s'ils prononcent des gros mots ou s'ils sont homosexuels, la publication du roman pourra aussi être bloquée. L'intitulé de ce poste est « agent lecteur ». Le mot « censeur » est péjoratif et les mots « censure » et « censeur » font aussi partie des termes qu'il est interdit d'évoquer dans un roman et même de prononcer devant les agents lecteurs.
Et ensuite, c'est un extrait du roman lui-même. C'est le chapitre 6 qui s'intitule « Eux ». Combien de temps doit-il s'écouler pour qu'on comprenne qu'il est trop tard? À partir de quand le tard commence-t-il? Serait-il possible que le temps des deux côtés d'une barrière passe différemment? D'un côté le temps réel, de l'autre le temps vécu? Tout est relatif. Le temps épique, mythique, réel, fictif, historique, poétique, imaginé, décalé, figé. Où se situe le temps d'attente? Le temps que vit un prisonnier a-t-il la même nature que le temps de son geôlier? Celui qui commande et celui qui subit, acteur et spectateur, violeur et violé, amant et aimé, celui qui sonne et celui qui doit ouvrir, celui qui est à l'agonie et celui qui le regarde. Le pouvoir et la minorité vivent-ils le temps de la même manière? Combien de temps faut-il pour qu'elle, lui, eux, se rendent compte qu'il n'y a plus d'espoir? Au bout de quel laps de temps une âme morte s'attribue-t-elle la couleur de l'oubli? Quelle est l'identité temporelle de ce qui sépare une existence du néant? Combien de temps doit-il s'écouler pour que l'ignorance se transforme en conscience? Comment le temps apprend-il à l'homme à s'avancer dans la boue de la fatalité? Quels sont la taille, le poids et l'odeur de la peur qui écrase le courage? En combien de temps le mépris peut-il céder sa place à la reconnaissance? Combien de temps faut-il pour que le bouturage de l'espoir donne un résultat? Chercheur ou journaliste ou écrivain, peu importe, il ou elle était comme elle avant leur transformation en un oubli cendré. La cendre est stérile, mais elle peut être fertilisante. Et c'est ce qu'ils ignorent, eux, qui ne sont pas comme eux. Il y a toujours deux groupes qui remplissent un stade. Deux eux, chacun de leur côté, chacun avec son référent. Les deux veulent gagner, ou plutôt voir l'autre perdre. Mais c'est toujours le même pronom qui désigne les gagnants et les perdants. Ce qui les différencie, c'est l'antécédent du pronom. L'un cherche à imposer sa conviction, l'autre est en quête de faire vivre sa passion. La conviction ou la passion, le devoir ou l'amour, c'est le temps qui juge. C'est le temps qui transforme un rayon de soleil en un souvenir, un être en un objet, un fait en un sujet de doute, un sentiment en une certitude, un désespoir en une victoire, une existence en un tas de cendres. Merci, chère Coralie. La transition est vraiment toute trouvée puisque le théâtre est un art du temps, bien entendu, et que je voulais commencer avec Fahimeh Najmi par évoquer un petit peu la perspective historique du théâtre iranien, qu'il s'agisse d'ailleurs de ses formes religieuses ou de ses formes plus occidentalisées, par rapport à la censure, et par rapport aussi à son rayonnement international. Fahimeh, là-dessus, tu as beaucoup de choses, je pense, à nous dire. Trop, certainement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et je voudrais remercier les organisateurs, notamment Isabelle, pour cette invitation qui me donne la possibilité d'évoquer les choses qui me tiennent à cœur. Et ça nous donne la possibilité de réfléchir ensemble à l'Iran, ses aléas et son futur. Le théâtre en Iran, c'est récent, le spectacle à l'occidental. Mais les Iraniens connaissaient le spectacle. Il y avait en gros 4 genres de spectacles traditionnels. D'abord, en commençant par le travail des conteurs, la tradition des conteurs, que tout l'Orient connaît très bien. Ensuite, le spectacle des marionnettes, puis le spectacle comique, qui est une sorte de spectacle proche de commedia dell'arte,
basé sur les improvisations. Et ensuite, le spectacle qui était tous les jours ici évoqué, le spectacle des chiites, le tazieh, qui prend la place à partir de l'officialisation du chiisme, 16e, 17e siècle en Iran. Mais ces spectacles sont restés figés. Si en Grèce, les spectacles traditionnels ont pu trouver la voie du théâtre, les spectacles traditionnels iraniens n'ont jamais trouvé cette transformation. Du coup, à l'époque de Qajar, c'est-à-dire les dynasties, avant les dynasties Pahlavi, il y avait un roi qui s'appelait Nasser-Eddin Shah Qajar, qu'on a entendu et était évoqué aussi dans les documentaires qu'on a vus les récents jours, qui commence à voyager, à fréquenter les pays occidentaux et découvre les spectacles théâtre, opéra, cirque en Occident. Du coup, à son retour, il décide de lancer comme un divertissement l'affaire du spectacle en occidental en Iran. Et c'est le Darul Funun, la première école en mode européenne qui est choisie comme lieu pour que ce spectacle puisse naître en Iran. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment le théâtre, parce que ce sont les acteurs du milieu des spectacles traditionnels qui jouent toujours. Ils improvisent parce que pour la plupart, ils ne peuvent même pas lire les textes. Donc, il y a professeur Lemaire, c'est un Français qui doit enseigner là-bas la peinture et la traduction, la langue française, qui trouve les canevas des pièces. À partir de là, ils vont faire une sorte d'adaptation. Mais cela ne va pas durer parce que les religieux, d'une part, et vu qu'ils s'attaquaient, les courtisans, d'autre part, ne tolèrent pas 5 ans pour ces spectacles occasionnels que seulement le roi et son cour auquel assiste peuvent durer. Les portes de théâtre sont fermées. Il faut attendre la révolution constitutionnelle iranienne pour qu'encore une fois, la politique prend le dessous. Et ce sont les aristocrates antidespotes qui choisissent le théâtre pour passer les idées progressistes à la société et une sorte de spectacle à l'occidental, encore une fois, surgissent. Ça va pas durer. Parce qu'il y aura un coup d'État. Il y aura petit despotisme. Après, encore, il y aura, on va vite, encore un autre coup d'État en 1921, Reza Shah qui vient et qui ferme tous les théâtres. Après le coup d'État, il faut aux Iraniens quelques années pour trouver encore la possibilité de se retrouver dans les lieux clos cette fois-ci, parce que tout cela, c'était pas vraiment clos destiné au théâtre. Et les groupes se réunissent. Mais ça va pas durer encore longtemps, parce que Reza Shah va instaurer pour la première fois les censures. Ce que vous venez de dire exactement était établi à l'époque de Reza Shah. Sauf que, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas attaquer les mollahs. À l'époque, on ne peut pas attaquer les rois. Mais c'est les gros mots, inciter à la révolution, inciter auquel changement dans la société, tout était interdit. De même que pour chaque spectacle, chaque groupe devait demander l'autorisation pour tous les membres qui voulaient participer à ce spectacle. Et le texte devait être approuvé. À chaque fois, il y a un agent de police nationale et un membre de gouvernement qui assistait avant la représentation à une représentation donnée seulement pour les agents de censure, pour qu'ils vérifient que tous les changements demandés ont été appliqués. Et si jamais ce spectacle aurait dû être joué ailleurs, il fallait demander toutes les autorisations à nouveau. Donc, rien de tout ce qui se passe aujourd'hui n'est récent. Voilà. Ensuite,
il lance une organisation. La deuxième étape, le censure en Iran ne dit pas toujours son nom. Reza Shah lance l'organisation d'orientation de l'opinion publique, سازمان پرورش افکار, pour guider les pensées. À ce moment-là, une certaine école d'acteurs s'ouvre et de cette manière, c'est sur le modèle de la comédie française, il essaye d'embaucher les acteurs pour qu'ils puissent pas jouer ailleurs et tous soient fonctionnaires de l'État, en quelque sorte. Ainsi, ce serait très facilement contrôlé. Cette politique va continuer même après l'arrivée de son fils. C'est-à-dire, il va lancer un autre département pour toujours fonctionnaliser, en quelque sorte, les artistes, qu'ainsi ils perdent tout statut indépendant. Cela va continuer après la révolution islamique avec le gouvernement actuel. Et en plus de ça, malgré le fait qu'ils sont quelque part tous dépendants de l'État et du budget de l'État, parce que le théâtre privé n'existe pas. Sauf pour les théâtres comédie, stand-up, et ça aussi, ils doivent demander l'autorisation quand même, mais ils n'ont pas de budget. La seule différence. D'accord? Mais cela, ça va donc, va progresser tout le temps jusqu'à maintenant, mais là, le gouvernement décide d'instaurer récemment, après les récents événements, que quiconque conteste officiellement les décisions de l'État, comme enlever les foulards pour les femmes, ou soutenir des femmes par les hommes, ils ne peuvent plus jouer du tout dans aucun spectacle. Donc, l'affaire de spectacle, à la fois, est liée aux politiques dès le départ jusqu'à maintenant, et dès le départ jusqu'à maintenant est dépendant de la politique du jour. Et jamais été libre, c'est-à-dire les artistes iraniens jusqu'à maintenant n'ont jamais connu une liberté artistique. Vraiment une liberté artistique. Les artistes de théâtre étaient toujours dépourvus. Et c'est la question fondamentale que les Iraniens doivent poser pour le futur. Est-ce que cette fois-ci, on veut vraiment, les Iraniens décident de donner cette liberté, quoi qu'il arrive, à leurs artistes ou pas? Merci Fahimi. Oui, avant de passer à des questions plus orientées quand même sur le présent et sur le récent soulèvement, pour compléter, je te remercie, cette mise en perspective historique. Surtout, tu me dis si il y a une mauvaise compréhension de ma part, mais tu semblais me dire qu'il y avait quand même eu une spécificité depuis 1979, qui avait été une politique publique de la part donc du régime en place. C'était donc d'essayer de réhabiliter le tasier. Ah ouais. Donc, le théâtre religieux, le théâtre rituel, par opposition au théâtre civique, laïque, qui est le théâtre de la mimésis. Oui. Ah. Oui. D'autre part, après l'arrivée de la République islamique, et l'encouragement de l'Occident, parce que l'Occident a reconnu le tasier très vite. Et la République islamique n'est pas bête. Il a trouvé l'opportunité de briller sur les scènes internationales, notamment ils sont venus jouer à Avignon, leur tasier. Parce que tasier sacralise l'espace. Ça aide beaucoup cette pensée ultra-orthodoxe chiite. Et à la base, ce spectacle traditionnel était joué dans les lieux clos destinés à jouer ce spectacle. Mais ce que la République islamique a favorisé, c'est que ces lieux soit laissé tomber, on joue plutôt le tasier dans la rue pour que la ville entière célèbre ces manifestations complètement chiites. Ensuite, les artistes de milieu plutôt laïque, séculaire, disons, sont poussés, c'est-à-dire certains sont conditionnés leur travail pour que d'abord ils fassent un spectacle
basé sur cette tradition chiite, ensuite, il aurait pu trouver une occasion pour présenter un autre spectacle. Ainsi, en permanence, les salles de théâtre en Iran étaient envahies par les spectacles basés sur cette histoire qui raconte en somme que le petit-fils du prophète laisse sa vie pour prouver la vérité. C'est la seule voie légitime pour les artistes de théâtre de prouver leur légitimité aux yeux de la République islamique. Donc, si vous allez voir, par exemple, n'importe quel artiste, par exemple, Bahram Beyzaï, c'est un grand artiste du théâtre et cinéma. Non seulement il a écrit un scénario qui a été filmé, mais on l'a obligé encore 3 pièces d'écrire 3 pièces basées sur le tasier. C'est-à-dire, au fur et à mesure, ils ont légitimé cette tradition par le recours permanent de tous les artistes du théâtre. Et en plus, ça allait avec les mémoires de DOA, les mémoires d'Alsmaster, les thèses de doctorat, les mémoires de maîtrise. Et tous les revues du théâtre font les articles à la chaîne sur ces spectacles. Pourquoi on arrive à donner la place centrale dans l'identité iranienne à ce spectacle traditionnel qui est le sens, l'essence du chiisme. Là, si vous parlez ici en Occident avec n'importe qui connaît un peu le théâtre, vous parlez de l'Iran, il dit, ah, vous avez un théâtre, le Tazieh. Donc, ils ont très bien réussi leur coup. C'était d'ailleurs, avant d'effectuer ce travail aussi, tout à fait mon approche. Oui, c'est vraiment, pour tout le monde, en Iran, il y a un théâtre et c'est le Tazieh. Mais, si on lit et on travaille sur cette histoire du théâtre en Iran, l'histoire du théâtre séculaire, vous allez voir qu'il y a tellement d'artistes qui se sont sacrifiés. Il y a des exécutions, il y a les exils forcés, il y a les emprisonnements, les suicides, beaucoup de suicides, parce que l'espace était tellement fermé. Il y a des exécutions sommaires dans la rue. Ce sont seulement les artistes du théâtre, c'est-à-dire ils ont rien fait de mal, ils ont rien fait du tout. Mais ils n'allaient pas dans le sens du pouvoir. Et ça continue. Même maintenant, les artistes du cinéma sont touchés, notamment les filles en Iran. Mais on a eu les acteurs du théâtre qui étaient condamnés à peine de mort. Là, ils ont descendu un peu sa peine, mais il est envoyé en exil et il va rester, je crois, 15 ans en prison. Un autre acteur vient d'arrêter. C'est-à-dire, le prix très fort est payé par les gens du théâtre, rarement par les gens du cinéma. Et ça a été dès le départ l'affaire des gens du théâtre. Alors, je pense qu'on aura l'occasion aussi de revenir peut-être sur une approche un peu plus comparative entre les arts. Et alors, parlant d'art vivant, hein, on élargit évidemment, il n'est pas uniquement question de théâtre, mais on touche aussi au domaine du chant, de la musique, qui fait pleinement partie des arts vivants et de la danse. Et donc, je voulais passer la parole à Ariana. Peut-être Ariana, pour que tu évoques aussi ton travail artistique. Donc moi j'ai vu un concert engagé de ta part où tu travailles avec Rana Gorgani qui est derviche tourneur. Et aussi pour que tu nous dises un petit peu ce que tu penses et ce que tu sais de la place spécifique du chant. Aussi par rapport à ce que Fahimé un petit peu vient d'évoquer. Bonjour. Effectivement, en Iran, on a on a surérotisé le corps de la femme, sa voix, ses cheveux, son expression, et pour les artistes, c'est un moyen d'être absolument incapable de s'exprimer. Donc, les femmes ne peuvent pas chanter en Iran pour un public d'hommes, un public mixte. Elles ne peuvent pas danser. Donc Rana, avec laquelle je travaille, est derviche tourneur.
tourneuse. Et en fait, toutes ces choses sont autorisées pour les femmes, mais elles doivent rester cachées. Et pour des artistes, on en sait quelque chose. C'est tellement difficile déjà quand on nous donne toute la liberté d'être capable de s'exprimer, capable de trouver le bon mouvement, le bon geste, la bonne phrase musicale, de trouver son identité, un art qui nous soit propre. Que quand on a tous ces interdits, on est dans un état de tristesse immense, de colère immense. Donc ça, l'Iran empêche les femmes et les hommes aussi, hein, dans ce chemin-là. Et en plus, on va voir les artistes, on va écouter de la musique, on va voir des acteurs pour être ému et pour faire écho à sa propre histoire. Donc quand ça n'existe pas, pour moi, c'est la plus grande souffrance, qu'on soit sur scène ou dans le public. Et ça, effectivement, en Iran, on l'a très bien compris, la portée de l'art et ce qu'elle peut amener comme liberté, comme expression, et surtout, pour moi, le chemin le plus beau et le plus difficile dans la vie, c'est de pouvoir trouver, de comprendre qui on est, d'où est-ce qu'on vient. Cette vérité, je suis en colère, à cause de quoi? Je pensais toute ma vie que c'était à cause de cette histoire-là. Et en fait, ça y est, j'ai compris que c'était pour ça. Ou qu'est-ce qui m'émeut le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? On est tout le temps, en tant qu'artiste, en train de chercher ça. Et alors, effectivement, moi, j'ai fait le Conservatoire de Paris, j'ai fait une formation classique. En France, je suis arrivée très jeune. Ma mère est française. Et j'ai commencé à composer parce que j'avais toute une partie de moi qui s'exprimait pas. J'étais ravie de chanter Mozart et je suis une adoratrice de l'opéra et de la voix lyrique, mais j'avais toute une partie de moi qui s'exprimait pas. Et donc j'ai commencé à écrire et à amener des artistes iraniens avec moi sur scène, alors artistes marocains, jazz. J'ai mélangé toutes ces cultures musicales et tous ces langages musicaux parce que je suis moi-même donc issue d'un couple mixte. Et j'ai voyagé et en France, on a cette opportunité magnifique de pouvoir communiquer les uns avec les autres ouvertement avec nos racines et nos inspirations. Donc la voix, en tout cas, pour revenir à l'Iran, c'est bon. Évidemment, vous imaginez bien que je ne peux pas chanter en Iran, ou alors dans le salon. Mais ça, c'est quelque chose qui est très présent en Iran. On se réunit dans des jardins, on se réunit chez les uns et chez les autres. Tout le monde a une percussion, tout le monde joue du toj, tout le monde chante. Les gens connaissent la poésie. C'est vraiment le pays de la poésie. Et on lit les textes, on joue et on pleure tous ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Et j'espère que certains d'entre vous l'ont expérimenté ou pourront l'expérimenter un jour. Mais c'est exactement cette ambiance-là que tu nous as créée. Et on pleure parce qu'on est en symbiose les uns avec les autres, parce que la pureté du texte, de la voix, de la danse et de l'expression fait partie des choses qui sont essentielles dans la culture iranienne. Donc, cette coupure incessante de dire « vous ne pouvez pas exprimer, vous devez dire telle chose », c'est vraiment une grande souffrance pour un pays qui est vraiment un pays très, très artiste, très émotif et qui est porté vers l'art de manière incessante. Je voudrais te relancer sur deux choses, puisque là tu évoques ton travail artistique en tant que chercheuse, mais c'est vrai que les formes que tu inventes sont des formes pluriartistiques, pluriculturelles aussi. Il y a une rencontre culturelle. Et je pense que c'est aussi ça le spectacle vivant, c'est de permettre ces rencontres entre différentes cultures musicales. Puisque la censure aujourd'hui, c'est aussi imposer une forme de repli sur sa culture originelle. On sait très bien que c'est forcément tout ça ne peut être que fantasmé, et que tu nous parles aussi de la performance que tu as réalisée peu après l'assassinat de Mahsa Amini sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris, ce qui nous permettra aussi de nous projeter vers le présent. Donc performance que j'ai vue en vidéo que vous pouvez voir, effectuée par Ariana et Rana Gorgani. Oui, il se trouve que pendant le confinement, j'ai eu une commande d'une nouvelle création
et par la Maison Cartier dans le cadre de l'exposition universelle. Et j'ai cherché le thème, je composais, on était tous à distance. J'étais beaucoup en lien avec l'Iran et des femmes d'Asie aussi qui ont vu leurs droits bafoués, qui sont revenus à la maison, qui ont dû quitter souvent l'université. Et je cherchais un thème et j'ai écrit cette création qui s'appelle 4 femmes, Chohorzan, avec Atir Grahimi, que vous connaissez peut-être, cet auteur afghan magnifique, et qui malheureusement en Afghanistan ils ont vécu cette violence et ce recul avant l'Iran, et du coup il a écrit un genre d'épopée de Médée qui quitte le village des hommes, qui refuse d'être une monnaie d'échange pour les hommes et qui va refuser d'être une femme en colère. C'est surtout ça qui est très beau, c'est comment est-ce que ces femmes vont se rencontrer. Donc je vais rencontrer tour à tour 1, 2, puis 3 femmes d'univers différents, de pays différents en Asie, et on va partager nos peines et on va refuser d'être des femmes vengeresses, des femmes en colère, comme ce mythe de Médée qui est absolument horrible. Au départ, Médée est guérisseuse, elle est dans la lumière, et donc comment est-ce que ces femmes entre elles vont choisir ce chemin lumineux? Donc le texte de Atir est extrêmement engagé effectivement, et ce nouveau projet en lien aussi avec mon ancien projet Anaïta qui tourne donc qu'on a joué à Paris il y a 2 jours, à 7 demain, parle des femmes, de leur liberté, le choix d'enlever son voile ou pas, d'être ce qu'on est, et d'être libre surtout. Merci Ariane. Alors là, je me tourne tout de suite vers Coralie, parce que Coralie, je connais ton travail. Je suis évidemment certaine que voilà tout ce que vient de dire Fahimé et Ariana en tant qu'artiste trouve énormément de résonance dans ton travail aussi en tant qu'artiste. Tu as travaillé sur les figures de femmes en tant qu'adaptatrice et metteuse en scène. Et donc voilà, je voudrais t'entendre toi-même du point de vue de la représentation de la figure féminine en tant qu'artiste. Oui, moi j'ai travaillé sur Griselide Israël, qui est une figure contemporaine dans tous les cas du XXe siècle, prostituée, révolutionnaire, qui était d'un milieu protestant suisse, bourgeoisie, éclairée, et qui a eu besoin d'échapper à l'enfermement et aux diktats de sa société de l'époque, d'une femme en effet qui n'avait pas de liberté sexuelle, qui n'avait pas le chemin c'était le mariage pour trouver le bonheur, enfin voilà, toute cette chose qui est issue du patriarcat, et son chemin a été un chemin vers l'érotisme, vers la sexualité, vers la destruction, bon bref. Donc oui, ça m'a toujours intéressée de voir comment l'essence du féminisme, c'est-à-dire la lutte pour conquérir ses droits, parce que c'est ça le féminisme. Et en fonction du pays dans lequel on se trouve et de la lutte est plus ou moins féroce, plus ou moins dangereuse. On a beaucoup de chance en France d'avoir conquis des droits, mais qui ont été chèrement payés par nos aînés. J'ai fait un spectacle en effet sur l'avortement, le procès de Bobigny, donc voilà, toutes ces luttes, je me sens l'héritière d'une manière atavique des luttes de ma grand-mère, de ma mère, et aujourd'hui la lutte de mes sœurs. Je suis dans une grande sororité avec les femmes iraniennes, afghanes, qui luttent contre un patriarcat épouvantable et destructeur, et du coup voilà, je cherche à comprendre, à relayer, et à on va dire oui, je n'aime pas le mot militant parce qu'il y a le côté militaire, mais en tous les cas engagé pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et la faire circuler, puisqu'on a la chance ici de pouvoir la faire circuler. Donc oui, il y a aussi, j'entends la représentation théâtrale, en fait c'est une question de récit. Et ce qui est très fort et très beau, c'est de voir à quel point de toute façon les hommes et les femmes ont besoin de récits pour vivre, puisque ils vont même se servir du récit religieux, mais il y en a quand même besoin. D'ailleurs, les catholiques ont utilisé la peinture, enfin toute la peinture de la Renaissance, c'est les scènes bibliques, et d'un coup, il y a Caravage qui arrive, qui se sert d'une scène biblique, mais il va utiliser des prostituées, des gens de la rue pour les représenter. C'est révolutionnaire, et ça, c'est très fort de voir comment, en fait, à l'intérieur d'une époque
qui oblige, et en même temps les artistes, quelque part collaborent, parce que tout le monde collaborait pour pouvoir s'exprimer. Donc les peintres ont peint les scènes religieuses et on s'extasie devant ce qu'ils ont fait. Et il y en a un, à un moment donné, qui refuse ou qui, en tous les cas, essaye de contourner cet état-là. Et ça, je trouve ça toujours magnifique, comment une porte s'ouvre et comment on va gagner en liberté d'expression sur nos représentations et donc nos récits. Voilà tout de suite ce que ça me donne envie de dire. Et c'est très intéressant ce que Coralie dit. Mais le problème avec l'Iran, ça va encore plus loin. Pourquoi? Parce que déjà, dans les spectacles traditionnels iraniens, il n'y a pas de femmes. Tous les spectacles traditionnels iraniens sont joués par les hommes. Et c'est une version des hommes. Et les rôles des femmes sont joués par les hommes d'après ce qu'ils apprécient chez les femmes. C'est une définition donnée. Et le fait que le Tazieh notamment et l'essence du chiisme et le gouvernement actuel et l'Iran actuel barre totalement le chemin aux artistes pour modifier quoi que ce soit. C'est-à-dire, si vous décidez changer le fond, vous êtes passible de peine de mort parce que c'est blasphème. C'est aussi grave que ça. Je me souviens, il y avait un artiste iranien, Mohammad Rahmanian, avait écrit une pièce. Parce que le Tazieh a un côté comique aussi, qui raconte pas le récit principal, mais ça s'appelle les gouchets, Goucha et Tazieh. Et ça prête à un genre de spectacle comique. Rahmanian avait tenté de faire un détour en utilisant ça. D'abord qu'ils ont fermé l'éditeur, ils ont publié le texte. L'éditeur est allé au tribunal. Je crois que 2 ans Nashr Cheshmeh avait des difficultés pour prouver que le texte n'était pas blasphème. C'est-à-dire tous les deux, et l'auteur et l'éditeur étaient sous le coup d'une exécution. C'est très compliqué. C'est pourquoi, et en plus, s'ils imposent leur version, donc les rôles de femmes, soit c'est totalement supprimé, parce que l'original ne donne aucune place à la femme, soit c'est totalement défini par l'avance. Donc, il n'y a aucune création possible. C'est très compliqué encore. Peut-être un jour on arrivera pour évoluer, mais là, pour l'instant, c'est... En plus, il y a un refus. Je sais, par exemple, moi, j'avais un cours initiation au Tazieh en Iran parce que tout le monde doit y passer. Pour pouvoir donner autre cours, il faut prouver qu'on connaît ça. Donc, et les étudiants catégoriquement refusent d'entrer dans ce jeu parce qu'ils ont un refus envers la religion. Donc, si les étudiants du théâtre refusent d'entrer dans cet univers, il n'y aura pas de possibilité de faire évoluer parce qu'ils vont pas participer. Là, c'est un peu, on impasse. Peut-être qu'un jour ça changera, mais on n'est pas encore arrivé à ce genre de bouleversement majeur pour qu'on arrive à un art basé sur quelque chose de religieux, principal, fondamental, mais pour raconter autre chose, un autre point de vue, mettre en question, notamment, parce qu'en Iran, poser des questions qui posent problème. Il faut toujours avoir les réponses, et les réponses sont dans le Coran, d'après eux, dans le discours notamment du Grid suprême, et tout ça, c'est défini. Donc, la marge de manœuvre, c'est vraiment réduit. Voilà. Merci, Coralie. Alors, ce que vous dites autour de la question des femmes, de la représentation des femmes, mais aussi des femmes et de leur possibilité, non pas seulement à être objet de la représentation, mais à être les actrices de la représentation, à créer des représentations, à choisir de se représenter elles-mêmes et donc de jouer. Je pense se noue aussi autour
d'une sorte, moi en tout cas d'évidence quand j'ai vu les images du soulèvement iranien, d'abord impulsé par les femmes, qui est la question du corps. Cette question du corps de la femme n'est pas du tout si simple qu'on pourrait le croire en Occident. Hein. La question par exemple du nu féminin, c'est un des points de départ des études de genre en histoire de l'art. Ça a été traité et on est loin en quelque sorte encore aujourd'hui d'une forme d'une véritable émancipation. Mais voir ces femmes dans la rue iranienne, effectivement, voir la manière dont tout à coup le corps, qui est l'outil principal du théâtre, pas de théâtre évidemment, pas de spectacle vivant, pas d'art vivant, sans le corps et sans la présence, voir ici prendre un sens aussi immédiat, aussi fort de la part de ces femmes dont le courage est pour nous tous absolument admirable, aussi nous invite à réfléchir aussi sous cet angle sur le spectacle vivant qui est dans l'immédiat. Il y a cette immédiateté. Alors, je crois, Fahimé, que déjà, je peux te donner la parole parce que je pense que c'est quelque chose à quoi tu as déjà réfléchi. En fait, avant ces événements, il y avait en Iran un mouvement dans le théâtre qui était le plus intéressant d'après moi au moment que je suis retournée en Iran, c'était les spectacles environnementaux. Ils le définissent comme ça. C'est une sorte de in situ et c'est porté par les artistes qui sont plutôt indépendants. C'est-à-dire, ils trouvent les moyens, très, très peu de moyens, mais pas auprès du gouvernement. Et le gouvernement trouve quelque chose comme soap-up pour laisser que certains s'expriment. Ces spectacles environnementaux s'adressaient plutôt à un public réduit, choisi. Du coup, ça procurait une sorte de liberté, notamment pour les femmes. Ça, c'était intéressant. Quand le mouvement Femmes, Vie, Liberté s'est déclaré, pour moi que j'étais loin et je voyais les images comme une sorte de présentation filmée, c'était très proche de ça. C'est-à-dire, ce sont les filles, les femmes, les jeunes femmes qui s'échappent de milieux traditionnels, notamment la maison, et retrouvent une sorte de in situ dans la rue et se montrent et utilisent leur corps. Vous n'entendez pas beaucoup les filles, mais vous le voyez montrer leurs cheveux, leur corps, toute cette vivacité qui était cachée depuis 44 ans. Pour vous, c'est tellement loin, mais moi, quand je vois ces images, je suis bouleversée. Parce que vous pouvez, jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à, par exemple, il y a 2 ans, les femmes ne pouvaient pas courir dans les rues. Parce que l'orange bouge. Il y avait un débat très, très, très sérieux pour que les femmes prennent les vélos. Là, l'air s'est inspiré à Téhéran. Ils avaient mis les vélos. Après, ils avaient dit pour les citoyens. Les conservateurs, ils sont ultra conservateurs. On a dit non, les citoyens, non, c'est les hommes. Du coup, ils ont pris tous les vélos. Il y avait beaucoup de débats. Écoutez, on n'arrive pas à respirer. Même les hommes morts, laissez les femmes prendre les vélos. Mais dans certaines villes, par exemple à Mashhad, c'est toujours interdit de prendre des vélos seulement parce que leur hanche bouge. Et les hommes sont censés comme ça être excités et tout ça. Donc, dans cet environnement, ces filles-là montent sur les voitures, sur le toit de voiture, et elles bougent, seulement elles bougent. Tout est basculé. Tout est un spectacle. Et ce spectacle vient seulement du corps et des cheveux. Ce n'est plus l'affaire des images. Parce que la République islamique a été réussie pour que toutes les filles vont aller refont leur nez, les images, seulement le visage. Maintenant, on s'en fout du visage. On veut vivre avec son corps. Et pour moi, c'est un spectacle en permanent.
que personne ne peut contrôler. Ça échappe de tout le monde. Il suffit que quelqu'un, une fille, marche dans une rue et vous avez votre spectacle. Ça y est, c'est là. On le voit et elle est vivante. Donc c'est vraiment, c'est un spectacle en permanent. Les Iraniens ont le droit à leur vie. Les Iraniennes, maintenant, peuvent exister par leur corps. Ariana, sur la place du corps, par rapport à ce que vient de dire Fahimé, dans ton travail aussi, parce que le corps est très présent dans ton travail. Oui, oui, effectivement, mais des souvenirs comme ça, on en a. Mais je me souviens d'être arrivée adolescente à Téhéran, d'avoir éclaté de rire avec mes cousins au milieu de la rue, et ils étaient pétrifiés de peur en disant « ne rigole pas ». Et le passage de la France où on s'agite comme ça, on rigole, où on dit « ils l'arrêtent, tu peux pas faire ça ». Donc, c'est vrai que sur scène, alors ça reste des concerts, mais j'aime le mouvement, l'expression, la présence de Rana, c'est vraiment un appel avec ses cheveux. Elle a des longs cheveux frisés, noirs, magnifiques. Donc c'est vraiment prendre la scène, c'est encore une étape après cette expression et exprimer en plus avec la voix lyrique qui est quand même qui est forte, qui est nue. Enfin en tout cas un chanteur lyrique être derrière un micro c'est quelque chose, mais le chanteur d'opéra a cette espèce d'indécence qui peut même agresser certaines personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas la voix lyrique parce qu'ils se disent c'est trop. Donc, en tant que chanteur lyrique, pour affronter cette voix, cette puissance qui parfois est maladroite, ratée, plus ou moins réussie, il faut vraiment passer le stade de la pudeur. Donc, en tout cas, dans le travail que je fais, j'essaye. Parfois, je vais un peu loin. Je me dis oh là, c'était un peu trop. On va faire un pas en arrière. Mais en tout cas, j'essaye de pas avoir de limite dans l'expression du corps. Et effectivement, il y avait un artiste iranien quand tu viens à Paris qui avait fait une calligraphie. Mes lèvres chantent le désir qui avait écrit à la feuille d'or. Donc c'est peut-être un peu provocateur, mais en tout cas on était. C'est important que les femmes parfois aillent trop loin dans l'expression et expriment ce qu'elles ont besoin d'exprimer pour repousser les frontières. Non, j'ai envie de rebondir avec l'analyse qu'avait faite Chador Javan il y a 20 ans à peu près. Elle a écrit ce qui a été appelé comme un pamphlet contre le voile qui s'appelle « À bas le voile » et où elle analyse et elle explique pourquoi le corps des femmes doit être absolument caché par les hommes. Et si vous êtes d'accord, je vais vous lire un extrait qui parle de ça. Pardon, je cherche l'extrait parce qu'il y en avait plusieurs, mais je voudrais juste celui-là. Voilà. Le voile, avant tout, abolit la mixité de l'espace et matérialise la séparation radicale et draconienne de l'espace féminin et de l'espace masculin, ou plus exactement, il définit et limite l'espace féminin. Le voile, hijab, c'est le dogme islamique le plus barbare qui s'inscrit sur le corps féminin et s'en empare. La séparation des hommes et des femmes dans les mosquées, où la loi des mollahs règne, révèle ce qu'est le port du voile. La femme doit se tenir à l'abri du regard des hommes pour le bon fonctionnement des règles islamiques. En Iran, on a essayé d'appliquer à l'ensemble du pays la loi des mosquées, de projeter dans l'espace public l'espace des mosquées. Entrées séparées pour les hommes et les femmes, cantines séparées, bibliothèques, salles de travail séparées, piscines séparées et comme la mer ne se prête pas facilement à ce genre de partage, interdiction des bains de mer aux femmes. À l'université, la botanique, l'archéologie, la géologie et toutes les disciplines exigeant les déplacements en groupe ont été interdits aux filles. Mais le voile islamique n'a de sens que parce qu'il cache, dissimule ou protège. Que cache le voile? Que dissimule le voile? Que protège le voile? La construction de l'identité féminine et de l'identité masculine dans l'islam repose sur Ojb et Aya de la femme et Nemus et Keirat de l'homme. Ces mots, chargés de sens, véhiculent des poids traditionnels lourds,
des qualificatifs qui sont propres à chaque sexe et qui ont été transmis de génération en génération à travers les siècles. Ils n'ont pas d'équivalent exact dans la langue française, mais leur traduction approximative serait la pudeur et la honte de la femme et l'honneur et le zèle de l'homme. Neimus est l'honneur sexuel de l'homme. Impur, sacré, il est tabou. C'est un tabou refoulé au fin fond de l'homme musulman. Propre à chaque musulman, Neimus doit rester à l'abri du regard des autres hommes, des regards illicites. Neimus de l'homme doit être protégé, dissimulé. Il symbolise le dedans et ne peut être dehors. Il a pour garant la mère, la sœur, la femme, la fille, le corps féminin. Le voile est un abri pour Neimus, pour l'honneur de l'homme, et il crée chez ce dernier une dépendance psychique, car l'essence de l'identité de l'homme musulman s'enracine sous le voile féminin. Keirat, le zèle, symbolise la virilité et la capacité de l'homme musulman à préserver son neimus, son honneur sexuel, qui a comme objet le corps féminin. Le corps de la femme, garant de l'honneur sexuel de l'homme, ce tabou non avoué, ne peut être dehors, libre, sous les regards illicites des autres hommes. C'est l'identité de l'homme musulman, l'honneur d'être un homme, qui en dépend. La femme non voilée peut ébranler l'édifice de l'identité masculine dans l'islam. La littérature et le cinéma subversifs nous ont montré parfois ces hommes musulmans perdus à jamais car la fille, la femme, la sœur ou la mère a transgressé les dogmes de la pudeur. Je pense que ça suffit comme extrait, mais je trouvais cette analyse très pertinente, très forte, et voilà, j'aurais envie de savoir si ces mots traduits ainsi, ce que ça évoque pour vous. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Oui, c'est vrai que c'est il y a cette honte qu'on essaye de mettre sur chaque geste et sur le corps de la femme. Moi, je crois que c'est aussi une soumission, malheureusement, qui fait souffrir aussi bien les hommes que les femmes, hein. En fait, c'est une manière de tenir un pays et une société. Donc, ça aurait pu être le corps de l'homme. Il se trouve que c'est le corps de la femme. Mais les hommes souffrent que leur femme soit humiliée dans la rue. Mets bien ton foulard. Ne t'exprime pas trop. Parce qu'en fait, les deux corps sont en souffrance. Et dans les relations en Iran, vous imaginez bien que c'est difficile. Que ça se passe pas très bien. Les couples ont du mal à se trouver, ont du mal à s'aimer. Il y a beaucoup d'incompréhension. Déjà, dans nos sociétés libres, on va voir des psys, on essaie de comprendre. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais je t'aime. Mais non, mais vous imaginez l'incompréhension dans ces pays-là où on impose des tabous, des peurs, des hontes. Dès que la femme veut exprimer quelque chose, on lui dit que c'est mal, on lui dit qu'elle devrait avoir honte. Donc toutes ces petites choses dans le quotidien qui empêchent l'expression mettent une grande souffrance sur le peuple iranien, mais hommes et femmes. Et ça, vraiment, c'est important de le dire. Il y a quelques points que je voudrais rebondir là-dessus. D'abord, que Chateaubriand peut-être n'était pas au courant, mais Mahmoud Ahmadinejad, quand il est devenu d'abord le maire de Téhéran, sa première initiative, c'était séparer l'ascenseur des hommes et des femmes. Donc, il n'y avait pas le mot ascenseur dans le truc de séparation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec la souffrance mutuelle des hommes et des femmes en Iran. Personne ne vit normalement. Enfin, toute la société en souffre. Ça, c'est vrai. Et deuxièmement, en fait, le foulard marche, comme elle explique, comme le tasier, sacralise l'espace. Et vu que le tasier ne peut pas aller tout le temps, on ne peut pas barrer tous les roues pour montrer le tasier, ce qui montre que l'Iran, c'est un pays islamique, c'est le voile des femmes. Si aujourd'hui, on enlève le voile des femmes, et vous regardez la société iranienne, qu'est-ce qui prouve que c'est la République islamique? Donc, tout le poids de cette idéologie a été mis sous le dos des femmes et leur voile. Mais le problème, c'est que le voile n'est pas que le voile. Comme elle explique, tout de suite, on te dit que, mais il vaut mieux que tu te coupes de tes enfants, de ta famille. Ne te mêle pas à ce que tu regardes pas. Pourquoi tu te trouves ici? Les femmes, la place de la femme, c'est la maison.
Donc, c'est tout après qui viennent, qui s'ajoutent. Tu ne peux pas étudier ceci et cela. Tu ne peux pas travailler dans cet endroit-là. Par exemple, il y avait beaucoup de filles qui voulaient travailler dans les mines, comme ingénieurs. Mais c'est interdit. Parce que, comment les filles vont pouvoir aller travailler dans les mines? Il y a certaines ingénieries dans le milieu pétrolier, parce que le pétrole en Iran, c'est très important. Il y a beaucoup de jobs. Mais ils disent que les femmes ne peuvent pas aller travailler là-bas au milieu des hommes. C'est pas possible. Donc, il y a plein de domaines qui, automatiquement, sont interdits aux femmes. Donc, c'est tout à fait ça. C'est vraiment comme si on casse une société. On refabrique quelque chose, mais qui est totalement imaginaire. Et ça fonctionne pas. Et on arrive à ce qui est actuellement en cours, que c'est une société en panne. Tout le monde attend que quelque chose se passe. Et il se passe rien. Et je voudrais préciser aussi quelque chose, c'est que si les femmes iraniennes étaient soumises et qu'elles avaient envie de rester chez elles et de pas s'exprimer, tout irait très bien. Mais les femmes iraniennes sont d'une modernité et d'une force inouïe. Pour celles qui connaissent peut-être des Iraniennes ou qui sont allées en Iran, elles sont plus modernes que mes amies françaises à Paris. Elles me disent ce qu'elles ont envie de faire, comment elles imaginent la famille. Elles sont extrêmement fortes, extrêmement modernes. Et elles ont une puissance inouïe. Donc elles tiennent plus, en fait. C'est pour ça que tout a explosé. C'est qu'elles ont ce besoin de liberté et qui remonte, comme tu disais, à tellement de générations de souffrance que là, il n'y a même pas le choix. On peut mourir, le voile doit tomber, ou l'expression du corps doit se faire, la parole doit sortir, et la mort est même pas un souci. C'est qu'il y a pas le choix pour ces femmes, en tout cas, aujourd'hui. Je pense que on va passer aussi le micro pour avoir vos questions. Je voulais une petite réaction. Hier, Bamchad et Laurent, vous me corrigez, mais je crois que Bani Kochnoudi à un moment donné dit une phrase, en tout cas la réalisatrice qui était à la table ronde hier, une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui à propos du soulèvement actuel a dit tout est iconique, tout est iconique. Et dans le texte que tu viens de nous lire, Coralie, on ressent la puissance iconique du voile, oppressive, bien entendu. Mais voilà, quand on voit aussi les gestes, les corps des femmes dans la rue, c'est une puissance contre-iconique, mais c'est aussi une puissance iconique qui vient effectivement essayer de briser, voilà, chambouler l'espace symbolique aussi. Voilà. De même, je suis d'accord avec ce que tu disais, quand on voit ces jeunes hommes qui se cachent derrière les mollahs pour faire tomber leur coiffe et qui s'enfuient, c'est un geste aussi extraordinaire. Et en effet, ça vient des hommes, donc c'est très beau de voir la solidarité qu'il y a entre les hommes pour soutenir cette libération, cette révolution qui vient des femmes. Circuler un micro, Laurent, pour échanger avec vous. Je voulais parler d'un article dans le monde diplomatique sur justement ces mouvements de femmes en Iran, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup questionné. Il est assez facile d'imaginer le plaisir, le besoin au-delà des répressions, de s'enlever le voile et d'avoir un corps libre. Mais il dit dans cet article aussi que la liberté des femmes, pour se soutenir dans ce choix-là, elle va aussi pour soutenir des femmes qui veulent garder le voile. Cette liberté, elle va jusqu'aux femmes qui préfèrent avoir le voile. Et donc ça m'est un petit peu plus difficile d'imaginer cela, mais je pense que ça n'est pas à ignorer dans cet espace de combat réel sur ce que c'est qu'être libre. Si on est obligé de ne pas avoir le voile, est-ce que ça pose un problème, même si ça paraît aberrant comme question? Voilà ce que je voulais signaler. En fait, en Iran, à l'époque de Reza Shah Pahlavi, le père du dernier roi, il a à un moment donné interdit le foulard. C'est vrai. C'est un traumatisme qui existe chez certaines familles. Il est vrai.
Si on ignore ça, c'est-à-dire on ignore un épisode douloureux de l'histoire iranienne. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, d'après moi, c'est une réaction à l'époque de Pahlavi. C'était exactement, ils font au contraire. La même chose, mais au contraire. D'accord? Mais ce qui se passe actuellement en Iran, dans les mouvements des femmes qui veulent être libres, c'est jamais imposé à qui que ce soit de faire le contraire. Même dans plusieurs cas, ce sont les femmes voilées qui soutiennent les femmes non voilées. C'est-à-dire, il y a des vidéos que les femmes voilées essayent de faire libérer les filles qui sont non voilées des polices de mœurs. Non, cette fois-ci, c'est vraiment beaucoup plus intelligent, parce qu'on sait, l'Iran ne peut pas changer de géographie ou géopolitique. L'Iran est ancré entre Arabie Saoudite, entre l'Irak, Afghanistan des talibans, tout le nord, pays Azerbaïdjan chiite, Tadjikistan. Donc, c'est aberrant si on veut détacher l'Iran de ses racines islamistes. C'est pas possible. Mais ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est une démocratie. Que la religion ne s'impose pas, ne soit pas la base de tout et ne paralyse pas la vie. C'était pas ça la raison d'existence de la religion. Donc, je peux vous rassurer qu'en Iran, il n'y aura pas ça. C'est-à-dire, personne ne cherche. Ils sont nombreux les victimes de cette révolution en cours, que les parents sont voilés, les mères, les sœurs aînées sont voilées. Certaines, par réaction, elles enlèvent leur voile au moment de l'enterrement de leur fille, par exemple, tuée, ou leur fils tué. Donc, non, on ne cherche pas. Il y a la liberté, enfin, personne ne souhaite priver qui que ce soit de cette liberté d'avoir son foulard ou ne pas avoir le foulard. Dans ce nouveau Iran qu'on imagine ensemble. C'est plutôt dans notre imaginaire occidental qu'il faut faire attention. Oui, exactement. Par rapport à ce que vous dites, donc je parle vraiment du point de vue donc vraiment occidental, mais j'ai l'impression que ce sont deux libertés. La liberté de se voiler et de ne pas se voiler sont deux libertés différentes. Voilà. La liberté de se voiler me semble fondamentale à partir du moment où la liberté de ne pas se voiler est acquise. Voilà. Puisque ce sont on a une différence entre droit créance et véritablement droit fondamental. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le hiérarchise dans. Oui, je partage absolument ce point de vue et je trouve que c'est très important. Ce qui compte, c'est la liberté. Après, c'est le symbole, parce que le côté iconique, le symbole est important et que on sait bien que dans des démocraties fragiles, comme on parle d'États totalitaires quand même, qui cherchent l'exportation, surtout par le sunnisme, le voile est un outil potentiel de propagande et qu'il faut savoir en fait faire la différence entre l'outil de propagande et puis en fait l'expression d'une foi, d'une liberté, d'un goût, d'une culture qu'il faut absolument protéger. Et après, moi, en tant que femme, j'ai du mal à entendre un féminisme qui voudrait faire du voile un symbole féministe, et qui compare, certaines activistes comparent le voile au talon haut, par exemple, une assignation. Et dans aucun pays du monde, on ne lapide ou on ne tue des femmes pour avoir ôté ses talons hauts. Et donc, c'est juste pour moi la décence à respecter sur la marge qu'on donne à cet outil, cet iconique, ce symbole qu'est le voile. Voilà, c'est tout. Voilà, je voudrais juste rajouter ça. Oui, je voulais juste intervenir. Donc Joël Bordet, voilà, en vous écoutant, franchement, le dernier livre de Todorov, il s'imposait quoi. Parce que c'est tellement beau, c'est un cadeau que nous a fait Todorov sur le totalitarisme. Et l'art comme dernier recours face au totalitarisme, c'est magnifique ce que vous nous dites. C'est un message de liberté, mais aussi d'émancipation. Moi, je pense aussi que la domination, ça existe, et que l'émancipation, et j'aime beaucoup ce que dit Rancière sur l'émancipation esthétique. C'est-à-dire comment aujourd'hui se lie l'émancipation sociale, politique et esthétique.
Et ça, je trouve que vous le portez énormément et que dans le monde des images d'aujourd'hui, s'intéresser à l'émancipation esthétique, c'est extrêmement intéressant parce que il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Todorov. Je ne sais pas si vous connaissez son livre qui s'appelle La conquête de l'Amérique. C'est la première amoureuse c'est une amoureuse de Cortés et qui, pour comprendre Cortés, va apprendre la langue de Cortés. Et ça, sur la question de l'altérité de l'autre, les femmes portent quelque chose et je trouve, ça fait 3 tables rondes, moi, que je participe là, et que j'écoute, et je trouve que vous, enfin, les femmes en Iran, vous portez quelque chose, et votre œuvre aussi, des femmes qui ne sont pas en Iran. Il y a aussi quelque chose de très frappant, c'est quand même, il y a beaucoup de femmes qui parlent ici de l'Iran sans pouvoir vivre en Iran. Et donc, votre position intérieure-extérieure, elle est obligatoirement dans un chemin d'altérité. Et je trouve que ce chemin d'altérité, enfin, si je peux me permettre, vous pourriez en parler un peu plus. Qu'est-ce que c'est d'être femme de l'extérieur pour parler des femmes de l'intérieur? Et qu'est-ce que ça veut dire ce chemin de l'altérité? Et pourquoi, en tant que femme, il y a quelque chose du féminisme? Et moi, je pense que le féminisme, c'est une circulation. Bon, pour le dire, moi, j'écris beaucoup et je travaille beaucoup dans les quartiers populaires. Bon. Donc, et beaucoup avec les jeunes filles des quartiers populaires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les circulations et la plasticité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je sais que je m'engage dans un truc que j'avais dit que j'irais pas, mais bon, c'est comme moi, ça c'est Madame Bordet, c'est que réellement moi j'ai écrit des articles sur comment les filles elles portent les voiles. Et pourquoi je soutiens la plasticité de ça? D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est que à un moment, je vais vous raconter une histoire très vite. Je faisais une enquête à Grenoble et Chirol. Je suis avec un groupe de filles, avec un groupe où je fais des enquêtes collectives, voilà. Et il y a une fille qui arrive voilée, très tenue. Et elle tient le groupe. C'est la dignité du groupe. C'est la dignité des garçons qui sont là et qui sont humiliés tous les jours. C'est très clair. Elle porte quelque chose de la dignité. D'accord? J'entends ça, on circule avec ça, c'est comme ça. Je sors, je fais des enquêtes au lycée le lendemain. Déjà, il y avait des jeunes Turcs qui étaient là depuis 4 ans qui disent, c'était au moment de la loi El Khomri, ils disent, nos ancêtres, ils sont morts pour les 35 heures, alors nous, on va pas laisser faire. Bon, je dis, bah alors là, où c'est qu'on est, quoi. Et je sortais en rigolant un peu avec cette phrase, en me disant quand même, ils sont gonflés, quoi. Ils arrivent, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a 2 filles qui m'interpellent. Elles sautaient d'une patte sur l'autre. Mais madame, vous nous reconnaissez pas? C'était mes filles voilées de la veille. Et elles avaient besoin de me dire qu'elles circulaient. Elles avaient besoin de me dire que oui, elles portaient le voile. Mais oui, aussi, elles avaient le droit de sauter d'une patte sur l'autre. Et ben, moi, c'est ça, la liberté. Donc j'ai envie de vous dire vraiment que j'entends ça depuis que je suis là, parce que c'est mon oreille, mais que ce féminisme de l'intérieur-extérieur que vous portez, et c'est vrai que j'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus, sur le chemin que ça vous demande. Parce que j'imagine que c'est un chemin, quand on est adolescente, d'arriver là-bas et qu'on vous dit maintenant t'arrêtes de rire. Comment on traverse ça? Voilà, c'est une question. J'ai dit exactement ce que je ne voulais pas dire, mais ça fait rien. Moi, j'ai quitté l'Iran, j'étais petite. Hein. Je suis venue vivre en France à l'âge de 5 ans, donc j'y allais l'été, et donc j'avais pas du tout la même perception. Hein. Je savais que je pouvais après rentrer chez moi, et je jouais avec les codes et les interdits. Je faisais des choses non autorisées, et je me cachais quand la police arrivait en disant je suis pas iranienne. Donc moi, j'ai eu de la chance dans cette histoire. Voilà. Et on me disait elle est un petit peu étrangère, et j'arrivais à m'échapper. Mais pour mes amis, oui, les Iraniens disent souvent je vais à l'étranger régulièrement parce que j'ai besoin de me reposer, de vacances. Donc ils aiment leur pays, ils sont attachés à leur pays. C'est un pays magnifique, mais moi on m'a pas interdit. Et j'ai des parents qui m'ont pas interdit aussi. Donc, et les quelques fois où on m'a interdit quelque chose, j'ai explosé, j'avais envie de tout. Mais les Iraniennes sont très fortes, et en fait, elles jouent avec les interdits tout le temps. Donc, il y a ce double langage qui fait que c'est très dur de savoir qui on est, et je trouve que sur la question de l'identité, la question, c'est pas simple, parce que elles sont d'une certaine manière en famille, d'une autre à l'extérieur, avec leurs amis, leurs amoureux. Elles sont tout le temps en train de jouer sur différents plans. Et c'est très dur de savoir qui on est et de connaître sa vérité. Moi, je trouve que c'est quelque chose pour les hommes et les femmes qui est très dur pour la société iranienne. Par contre, moi, je viens d'un milieu quand même dans la famille, rire à voix haute pour les femmes n'était pas autorisé. Mais j'ai toujours rigolé et je rigole toujours. Mais moi, je sais, on révoltait de naissance.
Ma maman disait ça. Et ça continue toujours. Mais j'ai beaucoup souffert. J'ai payé très cher de ma santé, par exemple. Et je continue à payer. Oui, la pression est très forte. Et cette double identité joue énormément dans la vie, notamment des femmes. Vous n'êtes pas libre d'avoir une identité. Les identités en Iran sont multiples. Vous fabriquez quelque chose qui passe ici pour aujourd'hui, demain vous serez totalement différente. Cela permet de jouer entre les lignes, entre les interdits, et pour subsister, pour survivre. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'ai mis du temps, parce que moi, j'étais pas petite. Je suis venue après un master et j'ai travaillé 2 ans comme journaliste. Après, c'était à l'époque de Khatami, je sais pas si certains d'entre vous se rappellent, c'était les journaux réformateurs, donc ils ont fermé une nuit 17 journaux, donc j'ai perdu tout mon travail. Après, ils ont refusé que je continue mes études en master, donc j'étais restée sans rien. À l'époque, mon père a accepté que je vienne ici pour continuer mes études. Jusque-là, il refusait. Donc, au départ, j'avoue que j'avais du mal à être moi-même. Je me disais peut-être qu'ici aussi. Mais ça a pris jusqu'à dehors. C'est une fois que j'ai eu mon master 2 et j'ai commencé mon doctorat et j'ai eu la chance de travailler avec une femme très forte, Martine de Rougemont, la fille de Denis de Rougemont, qui a aidé très doucement. Sa manière était très, enfin, je sais pas si vous connaissez Martine ou vous l'avez rencontrée. C'était très en douce, sa manière. Mais elle m'a permis d'être moi-même. C'est la plus grande chose qu'elle m'a apportée. Je suis devenue moi. Bien ou mal, je suis moi. Donc, vous trouvez demain, ce sera la même chose. Il y a une semaine, je suis moi. Donc, mais ça a pris du temps, c'est vrai. C'était pas tout à fait évident que je viens ici. Non, il y avait beaucoup d'hésitations, je me posais beaucoup de questions, beaucoup. Mais parce que c'est aussi une question de survie. C'est que il y a un danger. Quand on se montre soi-même tel qu'on est, on est en danger. Et ça, notre corps l'a imprimé très fortement quand on est iranien. Oui, bon, hier, la LICRA a organisé un débat autour de l'exil avec notamment une pièce qui passe dans le Off, 4211 km, qui est la distance de Téhéran à Paris. Et la metteuse en scène, Ayla Navidi, comme Bou, est partie, enfin ses parents sont partis réfugiés politiques à 3 ans. Et dans le débat, elle nous parlait beaucoup de depuis 50 ans, de cette question de la double identité, de cette clandestinité où se font les choses qui n'existent pas forcément dans d'autres pays totalitaires. Et ma question, c'est, on l'espère tous, si la démocratie revient, les choses sont pas simples pour passer d'une double identité à une vie où la fluidité se fait de manière évidente. Moi, ça me fait penser un peu, par exemple, au Maran, au Portugal, où quelque part ils fermaient les volets pour continuer leur rite religieux, et ils ont gardé quelque part des traditions de ça. Et ma question, elle est là, c'est-à-dire que ça fait quand même des années où ces choses-là se jouent entre l'intime et l'espace public. Et puis peut-être une deuxième question sur ce que vous disiez sur cette formidable révolution de la société civile aujourd'hui. Malheureusement, si la démocratie revient, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une alternative politique. Et la question de l'alternative politique, elle n'est pas toujours en raccord avec ce que demande la société civile aussi, même si les choses ou les respirations se mettent en place. Ouais. Voilà. Tu y vas? Alors, concernant... rien dans l'avenir de l'Iran n'est pas facile, d'après moi. Ça va être très compliqué. Le pire, selon moi, c'est dans l'avenir de l'Iran. C'est pas derrière l'Iran. Parce qu'il faut reconstruire, et reconstruire n'est jamais facile. Et justement, concernant l'identité, il y en a pas mal qui sont en train de réaliser que cette fois-ci, il faut choisir. Et ils sont pas prêts à choisir. C'est pourquoi ça traîne un petit peu. Et la question d'alternative, c'est le plus
la plus grande question du moment. Hier, notamment, on a évoqué pourquoi ça traîne, parce que moi, je pensais que, et comme vous, qu'il n'y a pas alternative vivante, bien définie, qui montre quelque chose de clair aux Iraniens pour qu'ils puissent s'engager sur une voie bien définie. Il y en a plusieurs, nous sommes nombreux, même moi, qu'on se demande, alors on fait tout, on va basculer tout, et après? Parce qu'une fois, ils ont fait en 1979, ce n'est pas la première révolution. Depuis 1906, les Iraniens font que les révolutions. Il y a les guerres, révolutions, coup d'État, guerre, révolution, coup d'État. Ah, on est là. Qui veut garantir que ça va pas s'empirer? Et c'est jamais amélioré. À chaque fois, ça a empiré. Donc, les doutes, les questions persistent. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est lancé. Et c'est la société civile que cette fois-ci mène le jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas de leader. Peut-être que c'est la chance cette fois-ci. Mais à un moment donné, on n'est pas dupe. On sait qu'à un moment donné, il y aura question de gérer, diriger un pays de 86 millions d'habitants. Et il faut être prêt. Il faut préparer ça. Mais j'avoue que c'est un chantier, gros chantier. Il y a des opportunistes qui sont à l'œuvre. Il y en a plus engagés et plus dévoués qui sont à l'œuvre. Mais dans tout l'esprit des Iraniens, même ceux qui sont au pouvoir, cette question persiste. Et tout le monde est confronté à cette question. Mais on n'a pas vraiment la réponse bien définie à vous présenter. Désolée. Il faut attendre un peu. Et c'est là où on revient à la thématique art, vie, liberté. Je pense que dans le fait de travailler à la liberté d'expression et à l'expression artistique, à des récits différents, à des ouvertures de l'imaginaire, ça nourrit incroyablement et d'une manière absolument nécessaire toutes les libérations. Et c'est là où les artistes et l'aide aux artistes exilés et à ceux qui connaissent de l'intérieur justement cette part enfouie ou cette part perdue peuvent en parler, peuvent la libérer et peuvent aider. Et c'est en ça où l'art est pour moi absolument essentiel et a une grande place et un grand rôle à jouer. C'est justement d'être comme un phare dans la nuit qui montre que ça s'ouvre, que ça se nourrit, que ça s'invente. Et c'est là où on peut, voilà, mettre un peu de lumière. On peut peut-être non pas clôturer, parce que justement restons sur cet élan d'ouverture, Coralie, sur lequel que tu viens de conclure. Les étudiants d'université Paris-Cité voulaient encore nous faire le cadeau d'une lecture de poèmes, et après je laisserai Ariana nous emporter. Viens ici si tu veux un baiser. Pourquoi un seul? Prends-en 200. Et puis va-t'en. Avec ton corps mort, viens chez moi. Deviens vivant. Et puis va-t'en. Je te donnerai 100 baisers frais. Je te donnerai plus que baisers. Au regard des jaloux, toujours en cachette. Viens. Et puis va-t'en. Ne me demande pas de secret. N'essaie jamais de t'en mêler. Si tu veux que je sois amoureuse de toi, stupéfiée, viens. Et puis va-t'en. En échange d'amour, donne-moi ton âme et plus d'une âme. Comme un serviteur, prends mes ordres et puis va-t'en. Je suis ce soir la bougie allumée avec la flamme qui sort de mon corps. Je suis une âme séparée du corps. Viens, éteins, allume-toi. Et puis va-t'en. Ce soir, je suis pleine de vin. Je suis la carafe de toute existence. Avale-moi tout d'un trait. Deviens ivre mort. Et puis va-t'en. Le péché, Faro Farkhozad. J'ai péché.
un péché plein de désirs, dans les bras qui étaient chauds et enflammés. J'ai péché, dans les bras qui étaient forts, brûlants et rancuniers, dans ce lieu solitaire, sombre et muet. J'ai regardé dans ses yeux pleins et de mystère. Mon cœur a tremblé impatiemment dans ma poitrine. Des supplications de désir dans ses yeux. Dans cet endroit solitaire, sombre et muet, je me suis assise, passionnée près de lui. Ses lèvres ont versé l'envie sur mes lèvres. Je me suis libérée de la tristesse de mon cœur fou. Je lui ai raconté à l'oreille l'histoire d'amour. Je te veux, mon amant. Je te veux. Je veux tes bras vivifiants. Je te veux, toi qui es fou amoureux de moi. Le désir lui alluma le feu de désir dans le regard. Le vin rouge dansa dans la carafe. Sur le lit doux, mon corps glissa sur sa poitrine. J'ai péché, un péché plein de plaisir, à côté d'un corps tremblant de désir. Oh mon Dieu, je ne sais ce que j'ai fait dans cet endroit solitaire, sombre et muet. La rose, Fourou Faroxad. La rose. La rose. La rose. Il m'a porté au jardin de roses, et dans l'obscurité, il a tendrement mis une rose sur mes cheveux émus. Et enfin, sur une pétale d'une rose, il est couché avec moi. Eh, vous, les pigeons paralytiques. Et vous, les arbres naïfs et stériles. Et vous, les fenêtres aveugles. Maintenant, au-dessous de mon cœur et dans la profondeur de mes reins, une rose se développe. Une rose rouge, comme un drapeau, au jour de la résurrection. Oh, je suis enceinte. 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 L'odeur de verdure, de terre et de pluie. Les branches lavées par la pluie. Le ciel bleu, le nuage blanc. Les feuilles vertes du saule qui dansent dans le vent. Parfum de narcisse. La danse de la brise. Le chant désireux des oiseaux heureux. Le secret fiévreux des pigeons amoureux. Il est en chemin notre printemps. Tant mieux pour le monde, tant mieux pour ce temps. Tant mieux pour les grains, pour la prairie. Pour la fillette à l'œillet qui nous sourit. Tant mieux pour la source, tant mieux pour les champs. Tant mieux pour les bourgeons de ce printemps. Tant mieux pour les pichets pleins de bon vin. Tant mieux pour le soleil du petit matin. Mais toi, mon cœur, si tu ne portes pas ton habit coloré de fête. Si ta coupe est vide du vin que tu souhaites. Si dans cette nappe il n'y a pas de pain. Si dans cette carafe il n'y a pas de vin. Hélas pour toi, si tu ne danses pas avec le zéphyr. Hélas pour moi, tu n'atteins pas tous mes désirs.